La Suisse et son système économique unique jouissent d'un statut presque mythique dans le monde entier en tant que pays riche où l'on accomplit des choses coûteuses. La Suisse abrite la population la plus riche de la planète. Le pays produit des exportations incroyablement coûteuses et son secteur financier de classe mondiale est synonyme d'accueil d'une clientèle fortunée. La neutralité légendaire de la Suisse renforce encore son caractère mystique en tant que lieu où les décisions qui influencent le monde sont prises à huis clos. C'est le siège mondial de la Banque centrale pour les banques centrales, elle accueille chaque année le controversé Forum économique mondial de Davos, et bien sûr, elle a acquis à juste titre la réputation d'être un havre de paix pour les profits mal acquis. Mais derrière cette réputation mondiale, il y a une économie réelle avec des gens réels, et en réalité, la Suisse n'est pas magique. Il n'y a rien d'intrinsèquement spécial dans ce pays qui en fait l'économie majeure la plus riche de la planète, mais au contraire, cela la rend encore plus intéressante. Le succès de la Suisse n'est pas dû à la chance, et au contraire, elle a dû relever quelques défis majeurs, ce qui signifie que, théoriquement, d'autres économies pourraient avoir beaucoup à apprendre d'elle. Cela signifie également que la réussite affichée aux yeux du monde ne se traduit pas nécessairement dans le vécu du citoyen suisse moyen, et que ces industries de pointe ne sont pas invincibles. En fait, elles commencent très ouvertement à perdre de leur éclat, et dans les industries où la réputation est primordiale, cela pourrait être un très mauvais signe. Pour comprendre l'économie réelle de la Suisse, il faut donc, comme toujours, répondre à quelques questions importantes. Comment la Suisse a-t-elle développé ses industries de pointe à l'échelle mondiale ? Ces industries profitent-elles vraiment à la vie quotidienne du citoyen suisse moyen ? Et enfin, qu'arrive-t-il au pays lorsque sa réputation mondiale commence à lui nuire ? L'enclavement ne favorise pas vraiment la prospérité indépendante dans la plupart des pays, et avec peu ou pas de ressources naturelles comme le pétrole, la capacité de la Suisse à devenir aussi obscènement riche n'a jamais été le résultat d'une extraction à la vénézuélienne, mais plutôt d'une collaboration cohérente avec ses voisins. À l'origine, les habitants du pays devaient souvent s'aventurer au-delà de leurs frontières pour trouver un salaire décent, et ils travaillaient souvent comme mercenaires, notamment avec l'ancienne confédération helvétique, qui leur permettait de profiter de la direction des monarques voisins tout en décourageant les invasions. Aujourd'hui encore, ce sont les gardes suisses qui protègent le pape. En ce qui concerne la véritable richesse, contrairement à certains rapports qui affirment que la Suisse était riche au début du XXe siècle, bien que les bases en aient été jetées, sa progression majeure a en fait commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. La raison en est que le gouvernement suisse a opté pour la neutralité, servant de refuge à d'importantes sommes d'argent et fournissant le nécessaire à tous ceux qui avaient des biens à épargner. Après la guerre, la Suisse a été l'une des rares bases manufacturières du continent à ne pas avoir été touchée, ce qui lui a permis d'approvisionner l'Europe à une époque où elle ne pouvait pas le faire elle-même. C'est ainsi qu'est né le futur intermédiaire le plus riche du monde. Mais ce n'était que le début. La Suisse a été l'un des premiers pays au monde à développer une industrie mécanisée. En fait, grâce à un boom textile précoce, l'industrialisation de la Suisse n'a été que la deuxième plus importante du 19e siècle, après celle de l'Angleterre, et la Suisse a rapidement canalisé une grande partie de ses bénéfices dans de grands projets d'infrastructure. L'héritage de ces efforts est un réseau routier d'environ 73 000 km et 5 200 km de lignes de chemin de fer. Les citoyens suisses utilisent le chemin de fer plus que tout autre pays dans le monde, à travers certains des terrains les plus difficiles à développer de la planète. Cela a permis à de nombreuses industries de prospérer jusqu'à aujourd'hui, car la topographie de la Suisse aurait fait du transport des travailleurs qualifiés et des matériaux un cauchemar absolu sans ces efforts préventifs. Aujourd'hui encore, la Suisse est un centre manufacturier étonnamment puissant. L'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux, MEM, emploie à elle seule plus de 300 000 personnes, soit 8% de la main-d'œuvre totale de la Suisse. Il est intéressant de noter que la Suisse a été l'un des premiers pionniers de l'emploi des femmes dans l'industrie. À la fin du 19e siècle, la main-d'œuvre était composée à part presque égale d'hommes et de femmes. L'importance accordée à la vocation a conduit de nombreuses personnes, y compris le Forum économique mondial, à considérer la main-d'œuvre suisse comme la plus qualifiée des pays développés. Dès l'âge de 16 ans, de nombreux jeunes espoirs de l'industrie interrompent leurs études à temps plein, alternant entre l'école, les cours interentreprises et l'expérience pratique sur le lieu de travail. Cette formation de 3 à 4 ans comprend à la fois un salaire et une introduction cruciale au monde du travail. C'est une décision qui s'est avérée payante, car beaucoup de grands pays ont actuellement du mal à trouver des travailleurs capables ou désireux d'entrer dans les métiers.
Bien sûr, la main-d'œuvre qualifiée a un prix, et les habitants du pays sont extrêmement bien payés, et elle représente généralement une grande partie des coûts de production des biens et des services. Ces revenus élevés comprennent également les salaires bruts, les cotisations sociales payées par l'employeur, ainsi que d'autres dépenses telles que l'éducation professionnelle, la formation et le recrutement. En 2020, cela représentait environ 75 $ par heure travaillée pour l'ensemble des entreprises des secteurs secondaires et tertiaires. Avec ces coûts de main-d'œuvre, les Suisses ne peuvent tout simplement pas être compétitifs en termes de prix pour les produits génériques. Mais contrairement à de nombreux autres pays, ils ne le veulent pas, et c'est cette non-compétitivité qui leur permet d'être l'une des économies les plus riches du monde. La Suisse est une puissance absolue dans le domaine des produits de qualité. Elle fabrique tout, des machines industrielles de classe mondiale aux montres de classe mondiale qu'elle peut vendre à un prix très élevé parce qu'elle possède un savoir-faire industriel de haut niveau. Pour une économie à revenus élevés aussi avancés, l'industrie manufacturière, généralement associée aux pays à revenus moyens, représente 25% de son PIB. Rien qu'en exportant des composés et des montres en métal de base, il réalise un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards de dollars. Bien sûr, si les montres qui coûtent plus cher qu'une voiture sont la première chose à laquelle les gens pensent lorsqu'ils évoquent les exportations suisses, il ne s'agit même pas de leur exportation la plus importante ou la plus technique. Ce sont les machines qui rapportent le plus d'argent. Leur CNC, par exemple, également connu sous le nom de tours de type suisse ou de tours automatiques suisses, sont capables de produire de petites pièces avec précision et exactitude. Les regarder est l'un des spectacles les plus satisfaisants de tous les temps. Et parce que les entreprises sont prêtes à payer pour des machines qui apporteront des améliorations progressives qui seront amorties sur des milliers de cycles de fabrication, l'industrie suisse des machines peut exiger une prime énorme pour ces produits, ce qui signifie que les Suisses peuvent être mieux payés puisqu'ils sont en concurrence sur la qualité et non sur le prix, ce qui contribue à maintenir leur statut de pays à revenus élevés. Cela évite également le problème d'être un pays enclavé. Normalement, une telle position rend le commerce très coûteux car les marchandises en vrac ne peuvent pas être chargées directement sur des navires, qui constituent le moyen de transport le moins cher sur de longues distances. Mais c'est un problème pour une économie qui fabrique des produits de base avec de faibles marges. Un grille-pain peut être fabriqué à peu près n'importe où, en particulier dans des endroits comme la Chine, et les gens vont donc acheter le moins cher, ce qui exerce une pression énorme sur les coûts d'expédition et de main-d'œuvre. Une Rolex ne peut être fabriquée qu'en Suisse et peut donc être facturée très cher, le coût de la main-d'œuvre et de l'expédition n'ayant pratiquement aucune incidence sur le coût final de la Rolex. La plupart des autres pays enclavés du monde luttent contre une pauvreté écrasante, de sorte que, même si cette stratégie d'exportation à marge élevée semble pouvoir les aider, elle ne fonctionne malheureusement que pour la Suisse, car elle a bénéficié d'une avance considérable. Construire les machines, former la main-d'œuvre et bâtir l'infrastructure pour faire de ces industries ce qu'elles sont aujourd'hui a littéralement pris des siècles. Et si la Suisse n'avait pas été l'un des premiers pays industriels du monde et n'avait pas été dans une position favorable dans l'Europe d'après-guerre, il est peu probable que ces industries seraient aussi prospères qu'elles le sont aujourd'hui. La richesse engendre la richesse et la Suisse a été en mesure de réinvestir sur une très longue période. En outre, la Suisse peut également attirer des leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs et les payer plus que ce qu'ils peuvent gagner pratiquement nulle part ailleurs. Et c'est sans compter le plus grand atout de la Suisse, un environnement de confiance, du moins le bon type de confiance. Le pays est composé de cantons qui agissent en tant que structure autonome. Il fonctionne également par le biais d'un conseil où les décisions du chef de l'État sont prises en comité. Bien sûr, cela signifie que les choses changent incroyablement lentement et que la bureaucratie est fastidieuse. Mais c'est exactement ce que veulent les personnes qui travaillent en Suisse. Ils veulent savoir que rien ne changera dans l'endroit où ils font des affaires, même si c'est pour le bien de la population. Cette stabilité et cette sécurité perçue constituent un élément majeur de la machine à richesse suisse qui doit encore être abordé. L'élément que les journalistes, les youtubeurs et à peu près tout le monde surveillent comme un faucon, ses services bancaires et financiers. La Suisse a une longue histoire bancaire qui remonte au fait que le pays est véritablement conçu comme une chambre forte avec des protections naturelles contre le reste de l'Europe. Elle est devenue un refuge pour les royaumes qui voulaient conserver leur or et mener leur activité financière dans un endroit où il serait très difficile de pénétrer, ce qui a rapidement pris de l'ampleur pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, la Suisse est l'un des pays les mieux défendus au monde, même si elle est entourée de voisins très pacifiques.
Ces citoyens sont souvent cités comme étant bien armés, et à proximité d'endroits comme la frontière allemande, tous les tunnels ferroviaires et autoroutiers ont été préparés pour être fermés à l'aide d'explosifs. Sans compter que le pays lui-même est parsemé de milliers de bunkers de montagne qui peuvent ou non être remplis d'or d'origine douteuse. Blague à part, bon nombre de ces précautions datant de la guerre froide commencent à être démantelées. Toutefois, la défense suisse dans son ensemble est assez impressionnante et cette réputation de forteresse à l'échelle d'un pays s'est perpétuée jusqu'à nos jours. La Suisse abrite la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales et qui est chargée de coordonner les transferts de fonds internationaux entre des pays entiers. Elle a son siège en Suisse, pour la même raison qu'une grande partie de la finance se fait en Suisse. Les gens lui font confiance et respectent leur longue tradition, elle ne prend pas parti. Et honnêtement, il est rare de trouver un pays qui fasse les deux. Les gens font confiance au système financier américain, mais il prend clairement parti. Historiquement, la Suisse n'a pas non plus pris parti sur des questions juridiques. Elle n'a pas voulu coopérer avec les autorités d'autres pays après que de l'argent sale ait été conservé dans des banques suisses. La loi suisse sur le blocage, l'article 271 du Code pénal suisse, en est un exemple. Cette loi rend illégal l'accomplissement d'actes officiels pour le compte d'une autorité étrangère sur le sol suisse, ce qui inclut la collecte de preuves pour des procédures étrangères, l'interrogation de témoins et la signification de procédures pour des litiges étrangers. Dès la description, il est clair que si l'on suit la piste de l'argent, au moins pendant un certain temps, toutes les routes se termineront à la frontière suisse. Mais cette situation est en train de changer et la pression internationale oblige désormais la Suisse à coopérer davantage avec d'autres pays, de sorte qu'elle n'est plus vraiment le havre de paix qu'elle était décrite dans des films tels que le Loup de Wall Street. Et bien sûr, il n'y a pas que des criminels comme le prétend Hollywood. La Suisse offre encore de nombreux services financiers légitimes, mais la surfinanciarisation de l'économie n'est pas toujours une bonne chose. Elle rend presque toujours l'économie vulnérable si l'industrie est fortement priorisée. L'année dernière, le Crédit Suisse, la deuxième plus grande institution financière du pays, s'est effondré, provoquant une panique dans une économie réputée pour sa stabilité financière. Les remaniements du conseil d'administration du Crédit Suisse, notamment à la suite des scandales Greensill et Archegos, ont entraîné une perte de connaissances institutionnelles au sein du prêteur, ce qui a rendu le conseil d'administration du Crédit Suisse incapable de trouver des solutions à long terme à ces lacunes, même avec des coussins de sécurité, entraînant une mauvaise culture du risque au sein de l'institution. En outre, même dans ce cas, de sales affaires apparaissent, ce qui donne, pour le dire légèrement, un bilan plutôt mitigé. Le blanchiment d'argent pour des gangs japonais et des trafiquants bulgares, les pots de vin au Mozambique, l'évasion fiscale impliquant des superpuissances comme les États-Unis, l'espionnage d'anciens employés sur leur propre sol, les relations avec des dictateurs africains et les contrats de travail avec des fonctionnaires chinois à Hong Kong, ce n'est pas le bilan que les investisseurs de bonne réputation aiment voir. Mais qu'en est-il des questions intérieures ? Ces industries, à la fois propres et controversées, profitent-elles vraiment à la vie quotidienne du citoyen suisse moyen ? Si le système des cantons a conduit à une stabilité remarquable et enviable, il a eu pour effet secondaire une disparité régionale surprenante. La différence de niveau de revenus entre les cantons est plus importante que les niveaux de revenus entre de nombreux pays d'Europe. La plupart des richesses sont concentrées dans deux cantons, Zug et Schwyz. Ils ont tous des impôts différents, les plus riches payant environ 51%, des lois différentes, des langues différentes, principalement l'allemand, le français et l'italien, ainsi que les traditions respectives de chaque segment. Si bien que passer d'un canton à l'autre, c'est presque comme passer d'un pays à l'autre. Les gens gagnent beaucoup d'argent, mais tout est cher. L'inégalité est un véritable problème entre les cantons, et en raison du coût de la vie, cela pousse même les personnes à revenus moyens à mettre leurs finances personnelles à rude épreuve. Pour les familles, cela peut signifier que 3 personnes seulement vivent sous un petit toit. Elles peuvent souvent s'attendre à dépenser entre 4 000 et 8 000 francs suisses par mois pour leurs frais de subsistance. Ces coûts peuvent varier en fonction du mode de vie et de l'endroit où l'on vit en Suisse, mais ils sont tout de même très élevés pour une personne moyenne. Cela signifie que la vraie qualité de vie en Suisse n'est pas très différente de celle de beaucoup d'autres pays. La Suisse est également en train de remodeler ses industries nationales, ce qui signifie que la croissance a été lente. Mais, encore une fois, une croissance lente et stable est exactement ce que le pays souhaite. Le pays fait partie des plus riches du monde et n'a plus besoin d'une croissance forte pour rattraper son retard.
Il doit plutôt se concentrer sur les questions intérieures pour s'assurer que ces chiffres économiques étonnants se traduisent par une véritable qualité de vie pour ses citoyens. Le pays est bien placé pour apporter des changements durables, mais le temps est compté. Aujourd'hui, d'autres pays peuvent fournir les mêmes services que la Suisse, notamment parce que la Suisse a fini par céder à la pression et a pris des mesures pour encourager une plus grande transparence. Bien qu'il s'agisse d'une décision éthique, de plus en plus d'informations sont publiées qui font apparaître le système bancaire suisse comme moins étanche qu'il ne l'était il y a à peine 10 ans. Le pays ne pourra pas éternellement se reposer sur sa seule réputation, et c'est un gros problème. La Suisse ne peut pas se permettre de faire les gros titres sur sa mauvaise gestion. La Suisse jouit d'une réputation qui la rend presque éthérée. Les entreprises, les touristes fortunés et les particuliers fortunés sont prêts à payer le prix fort pour cette reconnaissance de la marque, ce qui rend le pays extrêmement riche. Le défi est que les marques peuvent se démoder très rapidement. Les produits fabriqués dans le pays sont sans doute les meilleurs au monde, à tel point que les acheteurs ne se posent généralement même pas la question du coût. Son système bancaire, bien plus exposé que jamais, laisse les analystes à la fois perplexes et fascinés quant à la manière dont un si petit pays a pu jouer le rôle d'intermédiaire financier de l'Europe pendant des siècles. Mais en l'absence d'une diversification adéquate, l'accent étant mis sur la financiarisation, cette chaîne a montré à maintes reprises que les réputations peuvent se dissoudre du jour au lendemain, que la confiance de la clientèle internationale peut s'éteindre rapidement et qu'en fin de compte, ce qui était considéré comme un miracle financier peut devenir une nouvelle étude de cas édifiante. Pour l'instant, le pays va bien et personne ne peut prédire l'avenir, surtout pas les économistes. Mais la Suisse n'est pas magique, c'est une économie à très haut revenu qui a démontré qu'elle n'était qu'une option plus coûteuse dans une économie mondiale de plus en plus compétitive. Certains de ces nouveaux concurrents sont les États du Golfe, qui dépensent des milliers de milliards de dollars pour se transformer en centre financier afin de remplacer leur industrie pétrolière. Nous avons réalisé une vidéo entière analysant la viabilité de ce projet, que vous devriez pouvoir visionner en cliquant sur votre écran. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!